Alors, bonsoir à tous. Donc, ce soir, nous avons la chance, et je dois dire, je suis très, très honoré qu'elle ait accepté de venir, de Dadi Fadel. Dadi Fadel est une optométriste italienne qui est docteur en optométrie avec 20 ans d'expérience en lentilles de contact de spécialité. Elle est fellow de la BCLA et de la Scleral Lens Society. Elle est également co-auteure de Clinical Guide of Scleral Lens Success, donc qui est le guide qu'on vous a déjà parlé lors d'une conférence avec Thibaut, qui est un guide pratique de l'adaptation sclérale. Elle est cofondatrice et présidente de plusieurs associations. Je ne vais pas tous les nommer parce que là, je vais vous perdre, puis je vais aussi me perdre un peu. Mais elle est membre du conseil de l'ISLCL, qui est un des organismes de référence dans les adaptateurs de lentilles de contact sclérales, qui est c'est une des références de la lentille de contact. Aujourd'hui, Dadi va nous présenter la sélection, comment sélectionner sa première lentille d'essai, et puis continuer un petit peu sur ça. Donc, comme d'habitude, on a coupé tous les micros. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Alors, Dadi parle très bien français. C'est très agréable. Et voilà, donc pour elle, c'est la première fois qu'elle présente en français. Donc, c'est pas très, elle est un petit peu stressée par ça, mais c'est pas grave. Elle parle très bien français. Donc puis, on vous connaît, vous êtes très gentil avec tout le monde. Donc, ça va très bien. À toi, Dadi, quand tu veux. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est un grand plaisir pour moi être ici avec des collègues français. C'est la première fois que je présente en France et même en français. Merci Guillaume pour cette invitation. C'est vraiment un honneur pour moi d'être ici. Et on va parler de la sélection de la lentille d'essai initiale. Le processus d'adaptation de la lentille sclérale consiste en 3 phases. La première, c'est l'évaluation de la condition du patient, qui inclut l'évaluation des conditions générales, l'examination avec la lampe de fente, topographie et tous les instruments qu'on a. Et la chose vraiment importante aussi est écouter les besoins du patient. La deuxième phase qui dépend en fait de la première phase, c'est la sélection de la lentille. La sélection de lentilles dépend effectivement de l'évaluation des conditions qu'on a vues jusqu'à maintenant du patient. Et donc, ça inclut la sélection du diamètre, la hauteur sagittale, la géométrie de la lentille qui peut être sphérique, torique ou à cadran. Et enfin, après avoir mis en place la première lentille, il faut observer la lentille sur l'œil, observation des signes cliniques qui sont importants parce qu'ils nous disent qu'est-ce qu'il faut changer dans la lentille pour pouvoir à la fin commander la lentille au laboratoire. Donc, le premier pas, c'est le choix du diamètre. Le choix du diamètre dépend de différents facteurs. Le premier, c'est le diamètre de l'iride visible, l'ouverture palpébrale. Plus grandes sont les ouvertures palpébrales, plus grandes peuvent être les lentilles. Et plus petites, comme dans ce cas qu'on voit dans ce patient, les petites apertures nécessitent des petites lentilles. Les maladies de la surface oculaire, dans ces cas, une majeure protection est recommandée parce que la lentille protège la surface oculaire. Tout ce qui est derrière la lentille reste protégé, non seulement du matériel rigide de la lentille, mais même du réservoir qu'il y a entre la cornée et la lentille, humidifie la surface cornéenne et donc protège la surface couverte. Et tout ce qui est en dehors de la lentille reste exposé à l'air. Donc, dans ces cas-là, il faut protéger le plus maximum possible. Donc, le diamètre
devrait être le plus grand possible. La hauteur sagittale a un impact très important sur le diamètre et on va le voir après cette diapo. En fait, la sclère, si elle est torique ou asymétrique, on va voir aussi des exemples sur ça, et aussi la hauteur lambale. Le diamètre. Comment calculer le diamètre d'une lentille sclérale? Le diamètre, c'est la somme de différents facteurs. Le premier, c'est l'HVID, qui se somme à la largeur de la zone lambale, à la largeur de la zone d'appui, c'est la landing zone, et à la fin, la largeur de la courbe. Tous ces facteurs sont multipliés par 2 parce qu'il faut prendre en considération d'une part et de l'autre. Donc, cette diapositive est très intéressante parce qu'on voit le même patient adapté avec 2 différentes lentilles, une avec un diamètre plus petit et une avec un diamètre plus grand. Bon, analysant ces deux lentilles, on va voir qu'un seul paramètre, on a échangé. Les autres, ils sont fixes parce que ça ne dépend pas de nous. Les autres paramètres dépendent du patient. Comme le HVID, on a fait une lentille plus grande, mais le HVID est resté le même. La landing zone est restée le même et en général, la largeur de cette zone est 1 mm. Faisant référence à l'anatomie étudiée par Jan Bergmanson. Il a imposé la largeur du limbe de 1 mm. Donc, il faut considérer 1 mm par part. La landing zone, ça dépend de nous, des conditions de l'œil, comme on a dit avant, et des différents facteurs. Et à la fin, la dernière courbe. Donc, ce qui est changé, la dernière courbe, la zone limbale et HVID sont restés les mêmes dans toutes les 2 lentilles. La seule zone qui a changé, c'est la landing zone. Donc, en changeant le diamètre d'une lentille précédente à une lentille successive dans le même patient, ce qu'on change dans cette lentille, si on a bien pris les mesures de l'HVID et ils sont véritables, la seule zone qu'on change, c'est la landing zone. Et ça, c'est important. Mais il faut faire attention parce que faisant référence à l'HVID, ça arrive qu'on fait une commande d'une lentille, on adapte la lentille sur l'œil et on trouve que la lentille est en train de toucher ou la cornée ou le limbe. Ça, c'est parce que cette étude a démontré que l'HVID est plus petit du diamètre cornéal, est plus petit du diamètre cornéal de 1,50 mm. Donc, il faut à la formule qu'on a vue avant, il faut considérer 0,75 par part, outre à la mesure de l'HVID. Et donc, en savant ces deux principes, le calcul du diamètre devient assez facile parce que HVID, on le prend et c'est une mesure et il faut l'appliquer. La zone limbale, on ne peut plus faire référence à 1 mm, mais il faut ajouter le 0,75 parce que la cornée est plus grande du HVID de presque 0,75 par part. Mais mon expérience m'a confirmé qu'il suffit d'additionner 0,50 mm par part. Donc, on additionne au HVID du patient 1,50 mm, la largeur de la zone d'appui, c'est à nous de la choisir, ou bien au laboratoire. Et à la fin, la dernière courbe. La dernière courbe, généralement, a une largeur fixe de 0,30, 0,40, ça dépend du laboratoire. Et donc, faisant cette somme, on trouve un diamètre pour un œil qui a un HVID de 11,50 mm et en considérant une landing zone de largeur 1 mm, une lentille 16,80 mm. Pourquoi c'est le diamètre minimum? Parce que on ne peut pas
à mon avis, c'est vraiment risqué de faire une landing zone qui a moins d'un millimètre d'appui, parce que la lentille sclérale, on sait très bien, s'appuie et reste totalement sur la sclérale et donc a besoin d'assez d'espace pour pouvoir exercer sa pression sur la conjonctive à la fin, sur le tissu conjonctival. Donc, moins d'un millimètre, c'est un peu risqué. Le minimum qu'il faut considérer, 1 millimètre. Et si on veut considérer plus d'un millimètre, on aura une lentille un peu plus grande. Et en fait, en faisant ces calculs, on aura 17,80 mm. Donc ça, c'est le calcul du diamètre. Et tous ces calculs, le rapport du diamètre avec la zone d'appui et les calculs sont bien expliqués dans cet article qui est ouvert à tout le monde sur Contactless Spectrum. Si vous voulez, je peux aussi vous envoyer le PDF. Donc, on a dit aussi que le diamètre dépend de la hauteur sagittale. Et dans les cornées normales, quand la hauteur sagittale est dans les moyennes normales, la lentille a une sagittale pas très haute et donc la zone d'appui peut être minimale, de 1 mm. Et la pression que la lentille exerce sur la conjonctive est bonne et donc 1 mm peut supporter cette pression de cette lentille. Par contre, dans ces deux différents cas où il y a un kératocone, la hauteur sagittale de la cornée est plus significative et donc la lentille devant pas toucher la cornée, donc la hauteur sagittale de la lentille devrait être plus haut de la hauteur sagittale de la cornée et donc a besoin d'une grande hauteur sagittale et dans ces cas-là, plus grande est la hauteur sagittale et plus il y aura de pression sur le tissu conjonctival. Et donc, on a besoin d'une landing zone plus large pour équilibrer cette pression sur ce tissu conjonctival qui est très mou. Et comme on voit donc dans le deuxième cas, la landing zone est plus large et dans le troisième cas où la lentille sagittale et la lentille a une hauteur sagittale encore plus grande, la landing zone est encore plus grande. Donc, plus grande est la hauteur sagittale de la cornée et de la lentille et plus grand devrait être le diamètre. Le diamètre aussi dépend de la conjonctive, là où il y a des irrégularités. Ça, c'est un exemple d'un cas où il y avait une petite pinguicola qui ne m'inquiétait pas au début et j'ai adapté à ce cas une lentille qui allait très bien au début. Après, au check-up successif, le patient arrive, je vois un peu de rougeur, mais pas très excessive. Quand j'ai enlevé la lentille, c'est bien ça ce que j'ai vu, une rougeur de la partie nasale de cet œil-là. Quand j'ai instillé la fluorescine, j'ai vu le staining à forme d'arc, ce qui indique que la lentille s'indentait dans cette irrégularité. Et donc, qu'est-ce que ça faisait? La lentille interagit avec la pinguicola et donc elle a inflammé cette irrégularité et elle s'indentait dans la conjonctive. Ce que j'ai fait dans ce cas-là, c'est réduire le diamètre de la lentille et comme c'est évident dans la quatrième photo en bas. En réduisant le diamètre de la lentille, le bord n'interageait plus avec la pinguicola et donc l'œil était bien blanc comme je le voudrais. Dans cet autre cas, il y a deux pinguicolas des deux parts de l'œil et aussi la différence de cette pinguicola, c'est qu'elle est attachée au limbe. Par rapport au premier. La première, elle était un peu plus loin du limbe, mais dans ce cas-là, c'était attaché au limbe. Donc, adaptant une lentille sur cet œil est bien évident combien est élevée cette pinguicola parce qu'elle soulève le bord de la lentille et on
on voit même l'ombre en dessous de la lentille. Et à travers cette ouverture des bulles d'air et des détritus entrés, et en plus, le patient avait un inconfort en portant les lentilles. Donc, dans ce cas-là, j'ai fait une lentille plus grande qui comprimait légèrement les pinguiculas. Donc, le message de cette diapo, c'est quand l'irrégularité est loin du limbe, on peut faire une lentille plus petite pour éviter l'interaction avec cette irrégularité. Mais quand la lentille est attachée au limbe, il faut faire une lentille plus grande, ou bien on peut faire un notch dans la lentille, comme ça on tourne autour de cette irrégularité. On peut faire aussi, je ne sais pas si on dit voûte périphérique, c'est un microvolt qu'on fait dans la lentille, une petite courbe qu'on fait dans la périphérie, donc la lentille n'écrase plus, ne comprime plus cette pinguicula. Ou bien on peut faire une lentille personnalisée avec la technique de l'impression, ou bien les softwares des topographes sclérales qui nous permet de faire un design personnalisé pour chaque patient. La hauteur sagittale. Donc, après, comment prendre cette mesure? C'est très important de comprendre la hauteur sagittale de la lentille parce qu'on ne veut pas que la lentille touche la cornée ou bien qu'il y ait un dégagement excessif. La hauteur sagittale, ce qu'on fait généralement, c'est à travers une observation empirique à l'extérieur de la lampe à fente en regardant le profil cornéen. Les adaptateurs qui ont plus d'expérience, ils arrivent à comprendre plus ou moins combien est la hauteur sagittale juste en regardant le profil. On peut le faire aussi, on peut calculer la hauteur sagittale à travers la topographie cornéenne, et on va le voir après, ou aussi choisir si on a les instruments de technologie comme la topographie sclérale, OCT et tomographie, on peut utiliser ces instruments et ça devient beaucoup plus simple avec ces instruments. Donc, l'observation empirique, on peut la faire sans aucun instrument. C'est très important de connaître et de bien choisir la première lentille parce que la pose des différentes lentilles peut compliquer le processus de l'adaptation, peut aussi augmenter l'inquiétude du patient et peut provoquer un inconfort. Et tous ces facteurs portent le patient à penser, à reconnaître un clinicien inexpérimenté. Donc, qui a une topographie, et pas tous les topographes permettent ça, quelques-uns oui, permettent d'avoir la hauteur sagittale cornéenne à 10 mm. En utilisant ce tableau avec les valeurs qui s'appelle Scleral Sac Factor Table et en appliquant cette formule, on peut calculer la hauteur sagittale de la lentille initiale. Comment on fait? Voilà, on va voir immédiatement un exemple. On va assumer que notre patient a une hauteur sagittale cornéenne à 10 mm, 1900 microns. Et dans la boîte de lentilles d'essai qu'on a, le calcul de la hauteur sagittale des lentilles est fait à une corde de 16,5 mm. Donc, ce qu'il faut faire est aller chercher 16,5 dans la table et voir la valeur qu'il faut ajouter aux valeurs qu'on a déjà de la hauteur sagittale de la cornée. Et on a 2600. Donc, ce qu'on fait,
c'est appliquer exactement cette formule, la hauteur sagittale cornéenne plus scléra sec factor, qui est 2600, et il faut ajouter 350 microns pour le réservoir. Le 350 microns réservoir initial, c'est bon parce qu'il faut prendre en considération que la lentille va s'enfoncer dans le tissu conjonctival, et donc le réservoir, ça va abaisser. Donc, appliquant cette formule, 1900 plus 2600 plus 350, ça va nous donner 4850 microns. À ce point-là, il faut aller dans la boîte de lentilles d'essai et prendre une lentille qui a une hauteur sagittale ou de 4800 ou de 4900, ça dépend des boîtes qu'on a. Et ce calcul, on peut le faire aussi pour qui a l'OCT, la tomographie cornéenne, parce que pas tous les OCT et pas toutes les tomographies cornéennes donnent immédiatement la hauteur sagittale de la lentille, il faut la calculer. Et voilà. Et qui a la chance d'avoir une topographie sclérale, le software calcule directement la hauteur sagittale que la lentille devrait avoir. Cette topographie prend différentes mesures de la surface oculaire et en indiquant la lentille qu'on voudrait avoir. Maintenant, j'ai indiqué ZenLens, mais le software a différentes lentilles incluses dans le software. Tout de suite, on indique aussi le diamètre qu'on veut que cette lentille ait, et donc le software nous indique immédiatement quelle première lentille prendre avec quelle hauteur sagittale. Et c'est beaucoup plus facile. Bon, on a pris le diamètre de la lentille, décider le diamètre de la lentille. Ben, c'est important le diamètre de la lentille. Je ne sais pas si vous avez plusieurs boîtes avec plusieurs diamètres. Il faut avoir une boîte avec un diamètre plus petit et une boîte avec un diamètre plus grand parce que tous les deux sont importants. Donc, avoir choisi le diamètre, la hauteur sagittale, on n'a qu'à adapter la lentille sur l'œil. Donc, on la pose sur l'œil et donc, à ce point-là, il faut observer. Il y a deux modes d'observer l'application, l'adaptation. Out, in. Donc, de la périphérie, je commence à observer la périphérie. Et lentement, j'arrive au centre, ou bien in, out. Je commence à observer, à évaluer le centre de la cornée et après, pour finir, sur la zone sclérale. On peut choisir le premier, out, in. Donc, je vais sur la lampe de fente, j'observe la lentille, comment s'appuie sur la conjonctive, je vois du blanchiment, je vois de l'indentation, je vois le bord de la lentille que se soulève, je note tout, il faut faire tous ces changements, et à la fin, j'arrive à la cornée, et ben voilà, je vois que au centre, la lentille est en train de toucher la cornée, ou bien la lentille est en train de se dégager beaucoup de la cornée. À ce point-là, toutes les notes que j'ai prises sur la périphérie, il faut les jeter parce que cette lentille n'est pas bonne, il faut l'enlever, prendre une autre et appliquer une autre, adapter une autre. Donc, il est bon cette approche, mais ça fait perdre beaucoup de temps. Au lieu d'aller et perdre du temps à observer et évaluer la périphérie quand le centre de la lentille n'est pas bon, ben je perds le temps. Donc, à mon avis, la meilleure observation qu'il faut faire, c'est au début aller et évaluer la zone cornéenne. Et si la lentille n'est pas en train de toucher la cornée, et si la lentille n'est pas en train de se dégager, il n'y a pas un dégagement excessif de la lentille, je passe à la zone limbale et donc je prends les notes, tout ce qu'il faut faire. Et à la fin, je vais à la zone sclérale et de nouveau, je prends toutes les notes qu'il faut faire et tous les changements que je devrais faire à la lentille. Donc, zone cornéenne, zone limbale et zone sclérale. On va commencer par la zone cornéenne.
Clearance de la zone cornéenne peut être de 200-400 microns avant l'enfoncement de la lentille sur la conjonctive et peut être de 50 à 300 microns, maximum 300, après l'enfoncement. La quantité de l'enfoncement ça varie et ça dépend des patients et peut rejoindre jusqu'à 200 microns. Et des études ont démontré qu'après 1 heure, on a 50% de l'enfoncement. Après 4 heures, on a 80% de l'enfoncement. Donc, ça, c'est important parce que on va dire qu'à peine j'ai posé la lentille sur l'œil et le clearance était de 400 microns. Après 1 heure, je fais l'évaluation et je vois que le clearance n'est plus 400 microns, mais est devenu 350 microns. Donc, ça veut dire qu'à enfoncement définitif, la lentille aura un clearance de 300 microns. Ce 50 microns qu'il est avenu après 1 heure, il faut que je le multiplie par 50. Il faut que je le double. Je double cette valeur et j'ai la valeur de l'enfoncement définitif. Et il faut se rappeler aussi, dans les cas du kératocone, il faut calculer 100 microns en plus du clearance parce que des kératocones peuvent avancer et donc quand le kératocone avance, la lentille pourrait toucher la partie apicale de la cornée. Et donc, il faut calculer toujours 100 microns pour ces cas-là. Après, on va passer à la cornée périphérique. Tous les changements qu'on va apporter à cette partie auront un impact significatif sur la hauteur sagittale de la lentille. Donc, tous les changements qu'on va faire, si on la fait plus plate, il faut augmenter la hauteur parce qu'on va abaisser la hauteur sagittale. Si on va la faire plus convée, il faut abaisser la hauteur sagittale de la lentille dans la zone centrale. Donc, il faut se rappeler de régler toujours la hauteur sagittale après avoir changé cette zone-là, cette zone cornéenne périphérique. Après, il y a la zone limbale. La zone limbale, il faut évaluer cette zone dans les différentes positions de regard. Donc, ils sont 5, droit, en haut, en bas, droite et gauche. Et le clearance dans cette zone dépend du diamètre de la lentille. Pour les lentilles qui ont un diamètre de 16,50 mm, le clearance dans cette zone peut être 60-80 microns. Et pour les lentilles qui ont un diamètre plus grand, ça peut varier entre 80 et 100, que de toute façon, ça devrait être maximum 100. Là, on a différents cas. Dans le premier cas, il y a c'est une lentille qui touche toute la partie du limbus, donc circonférentielle, une touche circonférentielle. Dans le deuxième cas, on a une lentille qui touche le limbe juste dans la partie, dans le méridien horizontal. Et donc, dans ce cas-là, il faudrait faire une lentille avec la zone limbale torique pour soulever, augmenter donc le clearance dans cette partie-là, dans le méridien horizontal. Et à la fin, le dernier cas, on a une lentille parfaitement adaptée qui ne touche pas ni la cornée ni cette zone limbale. Enfin, la zone sclérale. Zone sclérale, il faut observer blanchiment, indentation et aussi le soulèvement du bord de la lentille.
il y a une différence entre le blanchiment et indentation. C'est quoi la différence? Le blanchiment, c'est quand la lentille comprime les veines de la conjonctive et donc on voit un blanchiment exactement de la lentille sur la conjonctive. Et quand j'enlève la lentille, je vais voir une hyperémie conjonctivale là où la lentille était en train de comprimer. Et quand j'installe la fluorescine, il n'y a pas de staining. Par contre, l'indentation, je ne peux rien voir avec la lentille appliquée, mais quand j'enlève la lentille, je ne vois pas de rougeur, donc il n'y a pas d'hyperémie. Mais quand j'installe l'indentation, quand j'installe la fluorescine, je vais observer un staining à forme d'arc. Et c'est typique de l'indentation. Blanchiment et indentation sont indépendants un de l'autre, donc on peut avoir un blanchiment sans avoir indentation et vice-versa, mais peuvent aussi, on peut les observer ensemble. Il faut aussi différencier blanchiment et indentation sectorielle. Et s'ils sont sectoriels, ça veut dire qu'ils vont nous indiquer que la sclère est torique ou aussi asymétrique. Sectoriel ou dans un méridien, un seul méridien, ou peut être aussi juste dans un cadran. S'il est juste dans un cadran, alors la sclère est asymétrique. Et aussi circonférentiel. Quand on a un blanchiment circonférentiel, ça veut dire que la landing zone n'est pas optimale, peut être ou cambrée ou plate, et on va voir la différence entre les deux après cette diapo. Et si on a une indentation circonférentielle, la lentille est cambrée. Il faut la rendre plus plate. Aussi, pour éviter cette compression et cette indentation de la lentille, on peut faire une lentille avec un diamètre plus grand. Donc, toujours la zone d'appui, même sur le même patient, la zone d'appui plus grande. On est en train de voir maintenant deux exemples de blanchiment. Le premier cas est circonférentiel. Dans ce cas-là, il est dans la partie externe de la lentille, à côté du bord. Et donc, ça indique une lentille cambrée, très cambrée, en train de comprimer beaucoup le tissu conjonctival. Et dans le deuxième cas, on est en train de voir un léger blanchiment, mais juste sectoriel, juste dans ce méridien. Et donc, ça nous indique que cette scléra ici est plus plate, dans ce méridien est plus plate que de l'autre méridien. Mais on peut voir aussi, même si je vais retourner au premier cas. On est en train de voir un blanching circonférentiel, mais si on note bien, le blanching est beaucoup plus significatif dans le méridien horizontal que vertical. Et ça nous indique aussi, même s'il est circonférentiel, il n'est pas de la même intensité. Et donc, ça nous indique qu'il faut rendre cette partie plus plate, oui, de toute la lentille, mais dans le méridien horizontal, il faut le rendre plus plat par rapport au méridien vertical. Des cas indentation. Dans le premier cas, on a une indentation circonférentielle qui indique que le bord de la lentille est très cambré, il faut le rendre plus plat de toute la lentille, alors que dans le deuxième cas, on l'a juste sectoriel et dans un méridien, donc il faut rendre plus plat le bord de ce méridien-là, donc il faut faire une lentille torique. Et par contre, dans ce cas-là, c'est juste dans un cadran, et parce qu'il y avait la pinguicula qui a
qui était inflammé par le bord de la lentille qui l'a touché. Et donc, il faut adresser ça en faisant un diamètre plus petit, ça dépend de la pinguicula, si elle est attachée au limbe ou pas, ou plus grande. Et donc, ou bien faire le microvolt, notch ou bien lentille personnalisée. Les blanchiments sont pas tous les mêmes, donc pas seul circonférentiel, mais il faut différencier le blanchiment externe du blanchiment interne. Dans le premier cas, on est en train de voir un blanchiment externe à côté du bord, et dans ce cas-là, en plus, il est circonférentiel, et ça nous indique, quand le blanchiment est à côté du bord, ça nous indique que la lentille est cambrée. Donc, il faut la rendre plus flatte ici, dans ce méridien. Dans le deuxième cas, on a un blanchiment dans la zone interne qui nous indique que la lentille, quand il est interne, la lentille est plate. En fait, si on regarde le bord de la lentille, on va voir que le bord, il est en train de se soulever de la surface oculaire, et on voit même l'ombre en dessous de la lentille, qui nous indique en effet que la lentille est plate. Donc, quand il est à côté du bord, la lentille est cambrée, et quand il est interne, la lentille est plate. En se rappelant un peu les principes de la toricité cornéenne, la toricité sclérale, c'est la même chose. Elle est avec la règle quand le méridien cambré est celui vertical, et le méridien plat est celui horizontal. Et donc, toutes ces observations nous permettent de comprendre si la sclère est torique, et aussi si la toricité est avec la règle ou contre la règle. Comment on fait pour comprendre ça? C'est assez facile. On place une lentille sphérique et on observe les patterns. Quand on a donc une compression sectorielle, et dans ce cas-là, c'est dans le méridien horizontal, et ça nous indique que la sclère est avec la règle, parce que une lentille sphérique placée sur une sclère significativement torique, la lentille est un peu comprimée, mais de toute façon, ça reste sur le méridien horizontal et se soulève dans le méridien vertical. Et donc, ici, il y a une légère compression, et ça indique que la compression est dans le méridien horizontal, et ça indique que la sclère a une toricité avec la règle. Dans ce cas à côté, on est en train de voir le blanchiment dans le méridien vertical, et donc la lentille est en train de toucher le méridien plus plat. Dans ce cas, le méridien plus plat est celui vertical. Donc, la sclère a une toricité contre la règle. Et si le blanchiment est interne, juste pour vous rappeler que dans ce cas-là, il est aussi, c'est interne, mais c'est aussi sectoriel, et donc ça indique une toricité, dans ce cas-là, oblique. Indentation sectorielle aussi, que ça indique que la lentille est en train de s'indenter juste dans un méridien, et donc a besoin d'une toricité, d'être plus plate juste dans ce méridien. Le soulèvement du bord sectoriel est l'opposé donc de l'indentation sectorielle. Et s'il est, donc on a dit que généralement, avec la règle, la lentille devrait se soulever dans le méridien vertical. Alors ici, la lentille est en train de se soulever dans le méridien horizontal. Donc, ça indique que là, c'est juste sectoriel, pas dans toutes les directions, tous les méridiens. Et donc, ça nous indique, OK, la sclère est torique, mais aussi contre la règle.
et aussi hyperémie sectorielle, et ça nous indique que la sclère est asymétrique. On peut aussi instiller la fluorescine, donc là où la lentille est en train de se soulever, il y aura à peine on instille la fluorescine ou le verre de lysamine, les larmes colorées vont rentrer dans le réservoir, d'où il y aura un influx. La lentille, donc, elle est en train de se soulever et ça nous indique si la sclère est torique, donc l'influx est torique avec la règle, donc l'influx vient du méridien vertical, et si l'influx vient du méridien horizontal, et c'est contre la règle. Ça, c'est intéressant parce qu'on voit différentes aussi. Donc, on peut, avec une lentille placée sur la scléra, on peut comprendre si la scléra est torique, si la toricité est avec ou contre la règle, mais on peut aussi estimer la quantité de toricité. Dans le premier cas, on a ça après mon expérience, après avoir appliqué, et aussi parce que je dessine, I do my designs. Je dessine toutes mes lentilles par moi-même, donc je sais très bien le profil de la surface oculaire des patients. Et dans ce patient-là, donc cet influx de cette intensité indique une toricité de à peu près 100 microns. Dans le deuxième cas, une toricité de 120 microns. Dans le troisième cas, 150 microns. Ici, on a, dans le quatrième cas, on voit aussi des bulles à l'intérieur du réservoir qui passent avec les larmes, et ça, c'est plus de 200 microns. Avec quelle différence on peut décider de faire une lentille sclérale torique? Moi, je commence à faire une lentille sclérale torique quand j'ai une toricité plus majeure de 150 microns. Donc, la différence entre les deux méridiens est plus de 150 microns. Dans ce cas-là, pourquoi 150 microns? Parce qu'un peu des changements, j'aime bien le voir en adaptant ces lentilles ici. 150 microns, je ne peux plus le supporter parce que, non seulement parce que des bulles peuvent rentrer dans le réservoir et ça donne des problèmes à la cornée et aussi à la vision, mais parce que ce bord-là va gêner le patient. La paupière, à chaque fois qu'il y a qui va se fermer et ouvrir, ça va interagir avec ce bord un peu soulevé et ça va gêner. Et donc, je le ferme après 150 microns. Donc, je le laisse jusqu'à 120 microns, je le laisse. Mais je sigille, donc je ferme toute la lentille au cas où j'ai des débris à l'intérieur de la lentille, comme dans ce cas-là. Je vois des débris. Donc, avec les larmes, j'ai des débris qui entrent dans les réservoirs et qui gênent le patient, la cornée, parce que les débris sont toxiques. Ça gêne aussi la visuelle. Et donc, je ferme. Sinon, jusqu'à 120 microns, je le laisse parce que j'aime avoir cet échangement lacrymal. Ce qu'on peut faire aussi pour comprendre si cette scléra est torique ou pas, on a tous dans nos boîtes, notre boîte de lentilles, des lentilles toriques. Donc, je prends une lentille torique, je la place sur l'œil. Ce que je fais, c'est je la tourne avec mon doigt. Si la lentille récupère sa position initiale, ça veut dire que la scléra est torique. Plus et la vitesse de récupération de la position initiale, plus la scléra est torique.
Et quand je dois, je peux aussi indiquer où se place le signe laser et donc je peux comprendre si la scléra est torique avec ou contre la règle. Et c'est important de prendre l'axe de cette toricité pour communiquer au laboratoire, surtout quand je dois inclure une correction avec la toricité dans la surface antérieure pour corriger l'astigmatisme résiduel au cas gelé. Et donc, on va faire un résumé de l'évaluation du blanchiment qu'on a vu jusqu'à maintenant. Ce blanchiment, donc, il est interne avec le bord de la lentille qui est en train de se soulever et on le voit très bien et ça va créer aussi un inconfort pour le patient. Et donc, dans ce cas-là, la lentille est plate. Dans ce cas-là, je ne vois aucun blanchiment, ni au bord, ni interne, donc l'adaptation est optimale. Et dans ce cas-là, je vois un léger blanchiment, mais externe à ce point-là, donc la lentille est cambrée parce qu'il est en fait près du bord. Et à la fin, comment comprendre si le bord de la lentille est bien placé ou pas. Si on a un OCT, c'est parfait parce que ça peut nous donner des indications idéales en général sur l'évaluation de la lentille sur la cornée, mais surtout sur le limbus, sur le limbe, parce que l'évaluation du limbe avec la lampe de fond n'est pas si facile. Au contraire de la cornée, on a le fond de l'hérite qui a un contraste avec le clearance. Donc, on peut comprendre aussi la cornée, elle est légèrement transparente, mais on a le fond de l'hérite qui nous permet d'évaluer le clearance dans la zone cornéenne, mais dans le limbus, il est clair, il est transparent et c'est bien difficile. Donc, utiliser l'OCT, on arrive à comprendre exactement combien est le dégagement dans la zone limbale. Mais la chose intéressante, c'est de voir le bord de la lentille, comment il se pose sur la conjonctive et il est idéal, il est optimal quand il est 50-50. Ça veut dire que 50% du bord de la lentille est enfoncé dans la conjonctive et 50% de la lentille, il est en dehors de la conjonctive. Et c'est parfait, c'est comme ça qu'il doit être. Quand j'ai plus de 50% enfoncé, comme cette deuxième photo, dans la conjonctive, j'ai à ce point-là une lentille qui est en train de s'indenter dans la conjonctive. Quand j'ai plus de 50% du bord de la lentille en dehors de la conjonctive, donc j'ai un bord qui se soulève du tissu conjonctif. Voilà, l'indentation. Beaucoup de professionnalistes ne donne pas très d'importance pour l'indentation. Je suis d'accord quand l'indentation est vraiment très légère, mais quand on a une indentation importante, il faudrait de toute façon ne pas avoir de l'indentation. Mais quand l'indentation et le staining est significative, ça va nous donner, ça va nous causer à la conjonctive une hypertrophie, comme dans ce cas-là. Donc, il faut mieux ne pas avoir de l'indentation. Donc, les patterns qu'on peut avoir, j'ai mis ça, le steep et flat, pour se rappeler la sclère torique avec la règle. Donc, on peut voir les patterns qu'on peut voir en adaptant une lentille sclérale sphérique plate sur une sclère torique avec la règle. Et donc, on peut, sur le méridien plat, donc plat, dans ce cas-là, il est celui horizontal, on peut avoir une lentille qui s'aligne parfaitement avec la conjonctive ou bien un soulèvement des bords sur ce méridien horizontal. Par contre, dans le méridien
cambrée, on va avoir un soulèvement des bords avec un échange de larmes. Et on a différents échanges de larmes, un flux de fluorescine dans le réservoir. Différentes quantités de toricité. Dans le premier cas, on est en train de voir des bulles au bord de la lentille et j'ai mis cette photo de ce patient parce que si on voit ces bulles-là, il faut les laisser parce que la lentille, ça, ce sont des bulles qui, à peine placer la lentille sur l'œil et ça s'est formé parce que la lentille est légèrement soulevée dans ce méridien. Mais après l'enfoncement de la lentille, ces bulles vont disparaître. Donc, c'est à laisser tomber et il ne faut pas les toucher parce que la lentille, pendant la journée, ça va s'enfoncer dans la conjonctive et ils vont disparaître. Par contre, dans ces différents cas, il faut combrer ce méridien vertical de la lentille pour diminuer cet échange lacrymal. Si la lentille, par contre, sclérale est cambrée toujours sur un sclère torique avec la règle, ce qu'on va voir, c'est dans le méridien plat une compression, parce que le méridien plat, à ce point-là, il est celui vertical, et une indentation, ou compression ou indentation, ou bien tous les deux. Dans le méridien cambré, on va voir compression, ou indentation, ou les deux, ou bien un soulèvement des bords. Donc, après avoir observé tous ces patterns, l'observation, donc il faut la faire immédiatement après la pose de la lentille d'essai. Il faut donc l'observer aussi après 1 heure. Et après 1 heure, on prend toutes les notes de tous les signes qu'on a vus et donc on procède avec la commande de la lentille. Deuxième phase et la dernière phase, pardon, c'est la commande et la livraison. Donc, je commande la lentille, le laboratoire me l'envoie. Je fais la livraison et donc je fais l'évaluation. Quand faire l'évaluation de cette lentille que j'ai commandée? L'évaluation, donc, il faut les faire à peine placer la lentille. À peine j'ai reçu la lentille, donc à peine le patient arrive, je place la lentille sur l'œil, je fais l'évaluation. Je fais la deuxième évaluation après 1-2 semaines, une autre évaluation après 3-4 semaines, et la décision de faire des modifications, c'est à faire après 3-4 semaines, presque 1 mois. Je ne vous conseille pas de faire des modifications après 1-2 semaines parce que l'enfoncement et l'adaptation n'est pas encore finale. Donc, vous risquez de faire une autre commande après 1-2 semaines. La lentille arrive, vous allez revoir la lentille et après 1 mois, la lentille aura d'autres problèmes. Donc, vous devrez faire une autre commande. Donc, vous commandez 2 lentilles au lieu d'1. Donc, mon conseil, c'est décider de faire des modifications seulement après 1 mois, pas avant. Et voilà, en théorie, j'ai fini, je sais pas, j'ai fini mon heure. J'avais aussi préparé des tips and tricks, mais j'ai fini le temps, donc voilà. Merci beaucoup, Dadi, pour cette super présentation, très complète, puis avec plein de choses différentes. Alors, il y a quelques questions. Les premières, je crois qu'il faudrait juste que tu réexpliques un tout petit peu dans les premières slides que tu as eues pour le calcul du diamètre total de la lentille. Le 11,5 plus la moitié, la zone limbique et tout ça. Est-ce que tu peux juste réexpliquer pour qu'on soit bien tous compris ce que c'était? Alors, la formule pour calculer le diamètre de la lente sclérale est pratiquement le diamètre est la somme de HVID, la largeur de la zone limbale, la largeur de la zone d'appui et la largeur de la zone de la dernière courbe.
et il faut tous ces paramètres multipliés par 2 parce que je suis en train de prendre la largeur d'une seule partie. Et si cette largeur, je la prends de cette partie, il faut aussi que je la considère aussi de l'autre partie de l'œil. Donc, j'ai un patient qui a un HVID de 11,5. Donc, je mets 11,5. Je sais que le limbe, parce que Jan Bernhardsson, il a indiqué que la largeur du limbe en général est 1 mm, donc je considère 1 mm. Mais on a vu aussi que des études ont démontré que le diamètre cornéen est plus grand du HVID de 0,75. Vous pouvez mettre 1,75 au lieu juste de 1,5, mais après mon expérience, 1,5 c'est suffisant. C'est quoi ce 1,5? 1,5 c'est la zone limbale qui est 1 mm et 0,5 en prenant en considération que le diamètre cornéen est plus grand du HVID. Et donc j'ajoute ce 0,5 au 1 mm qui est le limbe et après je mets la largeur de la landing zone et la dernière courbe. Et donc, j'ai ce résultat-là. Ça, c'est une lentille qui a une landing zone large de 1 mm. Si je veux une landing zone plus grande, je calcule 1.2 ou 1.5. Cette fois-ci, moi, j'ai choisi 1.5. Et donc, le calcul, je ne change pas le 11,5, je ne change pas le 1,5, parce que je répète, 1,5, c'est zone limbale 1 mm plus 0,5 en considération la partie cornéenne. Donc, le seul paramètre que je change est 1,5. Et de fait, comme résultat, j'ai une lentille qui a un diamètre plus grand. Est-ce que c'est plus clair maintenant? Oui, c'est plus clair. En fait, je pense juste qu'il y a une toute petite erreur de calcul, en fait, mais c'est juste dans la formule est bonne, mais sur le 16,80, si on additionne 11,50 plus 3 plus 2 plus 0,6, ça donne un petit peu plus, ça fait 17,10. Oui, parce que oui. Alors ici, oui, ça s'était fait avec 1 mm. Après, j'ai additionné. Ok. C'était pour ça, mais ok. Parce que ça a été là un peu là, mais ok. Donc du coup, on est bien d'accord. C'est sur le principe de calcul qui est intéressant. Le résultat en soi, c'est pas. C'est 17 points. Il n'y a pas de problème. Comme ça c'est bon. Après, c'est une question quand tu livres les lentilles, tu parles de un mois de port sans changer la lentille. En fait, une fois que tu as fait la lentille. Est-ce que tu conseilles un temps de port par jour pendant ce mois-ci ou c'est pas spécialement? Est-ce que un temps de port, le Alors, patient doit porter pas plus pendant de le 8 jour, heures? chaque jour. Oui, cette valeur aussi, c'est Oui, c'est pas de problème. la même, ouais. Donc, ça dépend des conditions du patient. Ce que je conseille, c'est de commencer par 6 heures et augmenter cette durée chaque jour à peu près de 2 heures jusqu'à arriver à 12-14 heures par jour. Dans les patients, si on a un cas avec une kératoplastie, il faut commencer par 4 heures et ne pas supérer 6 heures. J'arrive, donc je dis aux patients d'appliquer la lentille pour 4 heures pour une semaine. Après une semaine, je contrôle. S'il n'y a pas de problème, je conseille de passer à 6 heures. Et à cette fois-ci aussi, ils retournent et on fait l'évaluation et on voit s'il y a des problèmes, on retourne à 4 heures. S'il n'y a pas de problème, on peut légèrement augmenter. Et comme ça, ça va avancer. Et avec ces cas-là, on peut avoir des problèmes d'édéma. Et pour les problèmes d'édéma, dans les cas des kératoplasties, il y a différentes méthodes pour adresser ce cas. Pour diminuer l'édéma, ou mettre des canals dans la lentille,
Sinon, on peut mettre la fenestration. Et dans certains cas aussi, augmenter ou diminuer la toricité pour avoir plus des changements du changement lacrymal, ça peut aider pour que des lentilles fraîches d'oxygène, des larmes, pardon, fraîches d'oxygène entrent dans le réservoir et portent de l'oxygène à la cornée. Donc, ça dépend des patients. Ok. Et pendant ce processus, même pour les gens qui sont problématiques, on va dire, est-ce que tu les revois en fin de journée quand même pendant la semaine, ou c'est une semaine complète avec 4 heures de port, et puis tu les vois qu'au bout d'une semaine? Ou est-ce que tu les revois quand même tous les soirs? Non, il n'y a pas besoin de les voir tous les soirs. Ça suffit de les voir après 1 ou 2 semaines, ça dépend du cas. Mais tous les soirs, Ou le premier soir? Je ne peux rien faire. Même si je le vois tous les soirs, je ne peux rien décider. Donc, je gêne le patient pour qu'il vienne fréquemment à faire des contrôles et c'est pas sympa. Je décide de le voir 1 ou 2 semaines. Ok. Est-ce que tu gères l'indentation différemment que le blanchiment externe? Oui, absolument pas, parce que l'indentation, c'est juste le bord qui est en train d'indenter dans la conjonctive, donc il faut le rendre plus plat. Mm-hmm. Donc légèrement plus plate aussi, on ne peut pas, parce que certaines lentilles ne permettent pas de changer juste le bord. Donc il faut rendre plus plate la dernière zone de la landing zone, la dernière courbe, parce que la landing zone est faite de différentes courbes. Donc la dernière partie de la landing zone, je la rends plus plate. Par contre, le blanchiment, ça dépend du blanchiment. Si le blanchiment est externe, je rends toute la partie externe de la landing zone plus plate. Si par contre le blanchiment est interne, dans la zone interne de la landing zone, ça veut dire que la lentille est trop plate et elle a besoin d'être plus compressée. Ok, merci. Et, alors en fait, est-ce que ce serait quand même possible d'avoir un petit exemple de ce que tu avais prévu pour après? Parce que ça intéresse beaucoup les gens, parce que comme c'est très intéressant, comme tu as managé tes patients, et tout le monde se demande qu'est-ce qu'il y a dans le reste. Bien, un ou 2 exemples, ça serait parfait. Oui, j'ai choisi, voilà, j'ai pas choisi tous mes trucs. Juste quelqu'un, on va commencer, voilà, ok, on va voir celle-là. Je ne sais pas si vous avez en France les ventouses avec un trou au fond, ça aide pour centrer l'œil. Donc, dans ce cas-là, ce que je conseille mes patients, c'est d'utiliser donc un miroir au fond et de regarder leur œil à travers ce trou dans le miroir. Donc, ça assure que l'œil est bien centré et la lentille va être bien centrée. Mais cette diapo est beaucoup plus pour les dimensions de la venteuse parce que certains patients peuvent être intimidés par déjà la largeur de la lentille et en plus, on leur donne cette ventouse qui est aussi large. Et donc, je donne une plus petite, elle est aussi plus mignonne, colorée, et donc ils l'acceptent beaucoup plus. En général, on donne une ventouse plus grande parce qu'on pense que la lentille sclérale étant grande de diamètre, elle va se poser mieux sur une ventouse plus grande, mais c'est pas vrai parce que voilà, donc c'est comme dans ce cas, j'ai une lentille de diamètre 18,70 mm, bien placée et bien attachée à la ventouse. Donc, si vous voulez, vous pouvez conseiller une ventouse plus petite pour rendre moins, pour résoudre l'intimidation. Aussi, l'évaluation des boules est très difficile, surtout au début. Des patients ne reconnaissent pas, n'arrivent pas à voir les boules dans le réservoir.
Donc, ce que je leur conseille d'utiliser la torche du smartphone et quelqu'un y arrive, mais quelqu'un d'autre non, ils n'arrivent pas à voir les boules. Donc, ce que je leur donne, c'est cette lampe. C'est toujours une lampe qui a de la lumière LED, mais aussi elle a une loupe à l'intérieur. Donc, ça magnifie l'œil et donc la boule est plus visible dans ce cas-là. La technique d'enlèvement, c'est vraiment très importante. Il faut mettre la ventouse pour enlever la lentille au bord et jamais au centre parce que ça donne ce résultat-là. We on? Recording, yes, we are on. I'm going to take this, I'm going to put it in my eye, take this contact out. You may want to get in close for this. Oh, man. Oh, that's actually... Oh, that's stuck. Oh, that's stuck. Did it come out? I believe so. Yep. I heard it. Yep, where'd it go? Nope, still in there. I heard a massive pop, that's all I know. All right, cut. This is not going to work. OK, donc dans ce cas-là, voilà, le patient, il a mal compris, pas seulement la position de la ventouse dans la périphérie de la lentille, mais il a utilisé aussi la plus grande. Donc, l'éducation du patient est à la base du succès de la lentille. Ça, c'est très important. Et un enlèvement de la lentille peut traumatiser la surface de oculaire et peut causer une hémorragie dans la zone cornéenne. Donc, c'est très important. Donc, pour améliorer la technique d'enlèvement, c'est simplement placer la ventouse là où la lentille est légèrement soulevée. Donc, généralement, on dit à nos patients de la placer ou en bas ou en haut, et c'est bon. Quand la sclère est avec la règle, parce que la lentille effectivement est légèrement soulevée dans le méridien vertical. Par contre, si le patient a une sclère contre la règle, on est en train de lui dire de placer la ventouse dans le méridien où la lentille est en train de comprimer plus sur la conjonctive. Donc, l'enlèvement devient plus problématique. Donc, il faut faire attention à ça. Et dans ces patients contre la règle, il faut leur dire de placer la lentille ou dans la partie nasale ou temporale. Et dans ceux qui ont une toricité oblique, il faut leur indiquer la place idéale pour placer la ventouse. Aussi, une autre technique, c'est de faire tourner la lentille dans l'œil avant de l'enlever, surtout dans les sclères toriques. En tournant la lentille va décrocher légèrement et donc l'enlèvement est beaucoup plus facile. Aussi, on peut pousser avec la paupière inférieure en mode que ça rentre en dessous de la lentille et des boules d'air entrent et donc l'attachement de la lentille à la surface et c'est allévié, c'est plus léger et donc l'enlèvement de la lentille est beaucoup plus facile. Les recommandations écrites sont très importantes parce que nos conseils durant les visites les patients peuvent oublier. Donc, leur donner avec le temps, ils peuvent oublier tout ce qu'on leur a dit. Donc, donner par écrit, c'est très important et encore mieux mettre sur notre site parce qu'on peut leur donner des documents et ils peuvent aussi les perdre. Donc, ils savent, il faut leur dire que tout ce qu'ils ont besoin, c'est sur notre site, c'est facile, ils vont online et ils vont voir toutes nos recommandations online et aussi très important de vérifier la compliance à chaque visite. Ce que je fais, OK, c'est une liste de questions à poser aux patients, mais on sait bien que nos patients, ils ne sont pas très sincères.
ils peuvent dire des petites lies, je ne me rappelle Mensonge. pas, ok, des petits mensonges. Donc, faire ces demandes à la fin. Ce qu'il faut faire pour vérifier la compliance, c'est laisser faire le patient, prendre des distances d'eux, et quand ils font leur passage, adapter placer la lentille, enlever la lentille, ils font ça très spontanément et méthodiquement, et donc ils sont pas très ils ne vont pas se sentir trop observés comme en faisant des questions. Donc, laissez faire les patients et les observer de loin, et noter toutes les erreurs qu'ils font. Et à la fin, quand on pose ces questions, il faut leur rappeler la bonne technique de toutes leurs erreurs qu'on a observées quand ils étaient là, en train de faire tout seul. Zone sclérale, il faudrait mieux la vérifier avec la verre de lysamine. Jusqu'à maintenant, on a toujours utilisé la fluorescéine, et c'est bon parce qu'on peut toujours continuer à faire la fluorescéine, mais on a l'habitude d'utiliser la fluorescéine juste parce qu'on vient de la lentille cornéenne, et la fluorescéine a un contraste majeur avec la couleur de l'iride. Par contre, utiliser la lysamine pour les lentilles cornéennes, on sait que le vert avec la couleur de l'iride est vraiment très bas, et donc on préfère la fluorescéine pour les lentilles cornéennes juste parce que le contraste est plus fort. Alors qu'avec la scléra est blanche, le jaune, l'orange de la fluorescéine a un contraste plus bas, et donc on peut pas tout voir avec la fluorescéine. Par contre, avec le vert de lysamine, juste parce que le vert avec le blanc a un contraste plus important, ça nous permet de voir beaucoup plus l'influx, si la lentille est soulevée, et tout l'alignement dans l'enzyme sclérale. Ça, c'est la différence entre la fluorescéine et la lysamine, donc les différentes zones qu'on peut utiliser. Il faut de toute façon utiliser tous les deux colorants quand on adapte les lentilles sclérales, parce que tous les deux sont importants. Les débris. Alors, les débris, c'est important pendant ces jours-là, surtout avec le coronavirus. Alors, ce qu'on a toujours, pas moi, j'ai jamais aimé ça, mais généralement, ce que les professionnels conseillent les patients de faire quand ils ont des débris, c'est enlever la lentille, la nettoyer, mettre de la solution fraîche et la appliquer de nouveau, la mettre en place de nouveau. Non seulement des études ont démontré que enlever la lentille pendant la journée ne va pas résoudre le problème, mais va aussi augmenter la création, la formation des débris, et donc leur présence dans le liquide, dans le réservoir. Mais dire à nos patients d'enlever la lentille pendant la journée, ça veut dire à nos patients d'aller dans les toilettes publiques, dans leur bureau, et s'exposer à des bactéries, des virus, juste pour enlever les débris du réservoir. Aujourd'hui, ce problème est encore plus important parce que on sait bien que l'hygiène est très importante. Si on rattrape des bactéries ou bien aussi des virus avec nos mains, ou bien avec le port des lentilles, ou bien avec la ventouse, on va la placer, on va toucher l'œil, et là, on va attraper des microbes, et ce n'est pas du tout conseillé. Comment on peut faire? Juste prendre une petite pipette de solution sans conservant, donc la saline sans conservant, la placer à côté du bord, toucher légèrement la lentille, donc la faire un peu, placer légèrement, déplacer légèrement, et donc
appuyez sur la pipette et donc la solution va entrer complètement dans le réservoir et totalement échanger le fluide, le liquide à l'intérieur. La fluorescine était mise exprès pour montrer comme l'échangement du liquide est total à l'intérieur. Et aussi, on peut utiliser la solution électrolyte équilibrée. Il n'y a pas des études encore, mais il semble qu'ils ont un bénéfice sur la formation des débris à l'intérieur. La mauvaise mouillabilité, encore une fois, jamais conseillé aux patients d'enlever la lentille pendant la journée. Ce qu'on peut faire est prendre un coton-tige, l'humidifier avec la saline sans conservant et nettoyer la lentille mise en place. Si on n'a pas un coton fioc, on peut utiliser la ventouse, mais il ne faut pas la placer perpendiculaire, mais légèrement inclinée. Et avec le bord de la ventouse, il faut nettoyer la surface de la lentille. Toujours humidifier. Prochain, donc le dernier, l'empathie. Ça, c'est une étude que j'ai présentée au dernier GSLS qui démontre combien l'empathie est importante pour augmenter le succès de l'adaptation de la lentille. Et aux réponses, ce que les patients voulaient que leur docteur fasse mieux, presque tous les patients ont dit on veut que nos docteurs nous écoutent. Et les patients qui ne voulaient plus conseiller leur docteur à d'autres patients, c'est quand le docteur a parlé beaucoup plus des patients. Donc, il faut parler moins et écouter nos patients. Parce que oui, c'est très important, donc dédier du temps pour écouter nos patients aussi, pour éduquer les patients, parce qu'on a vu un patient qui ne comprend pas nos indications peut provoquer des problèmes sérieux pour l'œil. C'est pas à cause de nous, c'est pas à cause de la lentille qui n'est pas adaptée, mais c'est à cause du temps pas suffisant pour expliquer les choses en manière suffisante aux patients. Donc, empathie et éducation sont importants. On doit être des cliniciens excellents, professionnels. Et la lentille peut aussi être parfaitement placée, mais ça ne suffit pas pour le succès de l'adaptation. L'empathie et l'éducation des patients sont cruciales. Voilà. Et là, j'ai fini vraiment. Merci. Merci beaucoup, Dadi. C'était passionnant. C'était vraiment très, très passionnant. Toutes ces informations, toutes ces tips et tricks. Merci beaucoup de tout le temps que tu as passé pour préparer cette présentation. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, ça n'a pas l'air. Donc, je vous propose de finir ce Zoom et puis à bientôt. Et puis, merci beaucoup, Dadi, encore pour tout ce temps. Merci pour vous. C'est vraiment un grand plaisir d'être ici avec vous. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.